En politique, des fois, vous pouvez aller contre le bon sens, tout simplement parce que c'est la vision ou l'opinion du parti politique dans lequel vous êtes. Une fois, on a reçu des messages de menaces. Je peux dire, c'est parce que Jeunes Patriotes Congolais, d'abord, n'est pas un parti politique. Jeunes Patriotes, c'est une... Sur TikTok, vous savez, je ne sais pas si c'est une spécialité pour l'Afrique, mais il y a beaucoup plus de choses qui sont négatives que des choses positives sur TikTok. Vous exposez votre réseaux sociaux, quand vous émettez des opinions, par exemple sur les réseaux sociaux, que vous ne puissiez pas nuire à ce que vous allez faire à l'avenir. Si vous ne connaissez peut-être pas certaines notions, ayez cette facilité-là d'apprendre des autres. La politique, par exemple. Moi, je ne conseille pas aux jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat de publiquement émettre leurs opinions politiques. Oui, je vais vous expliquer. Donc, ce sont plus des trucs de gens qui... je crois il faut se poser 3 ou 4 questions principales. Qui vous êtes? Je suis Patrice. Patrice est le président des Jeunes Patriotes Congolais. Jeunes Patriotes Congolais, c'est une structure qui a été créée en 2014 et qui est dans la promotion des initiatives des jeunes. Et notre vision, c'est qu'à la longue, que les jeunes puissent créer des entreprises, que les jeunes puissent s'impliquer au débat politique. Patrice Lohaé. Oh, vraiment. Bonjour. C'est comme ça qu'il prononce ça, Lohaé? Patrice Lohaé. Lohaé. Oui. C'est intéressant. En Tétera, c'est Lohaé. Wow, Lohaé. Oui. Ça veut dire quoi? Ça a une signification déjà? Bon, je ne connais pas vraiment la signification. Hein. Comme la plupart des Nord-Africains. Oui, on a grandi à Kinshasa et c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Mais tu parles quand même la langue maternelle? Ou oui, pas? je parle la langue maternelle, comme tout Tétera qui se respecte. Oh, wow. Oui. Tu sais, c'est bizarre parce que moi, je parle pas ma langue maternelle. Oh, j'ai honte de ça, mais bon. Vraiment. Ce sont des choses qui arrivent. Bonjour et bienvenue encore Merci sur beaucoup. le podcast. Merci beaucoup. En tout cas. Tu n'es pas seulement un ami, mais tu es aussi quelqu'un qui nous a beaucoup soutenus depuis le début. Je me rappelle, tu nous envoyais toujours « je suis en train de suivre l'épisode et tout. Oui. Ça nous faisait souvent beaucoup du bien. Vraiment. C'est aussi un plaisir pour moi d'être là. Merci. Et voilà quoi. Alors, tu es parmi les fondateurs de cette page que nous aimons beaucoup, le Jeune Patriote Congolais. Oui, c'est ça. D'abord, pourquoi Jeune Patriote? Est-ce que c'est pas de la discrimination à un certain point? Non, c'est pas de la discrimination parce que d'abord, nous sommes jeunes, Congolais aussi, et nous aimons notre pays. Voilà. Donc, en 3 mots, c'est un peu ça. J'ai entendu une fois, tu parlais de... pas toi particulièrement, mais la page était en train de dire que quelqu'un a demandé, mais le jeune patriote, est-ce que vous resterez jeune pour toujours? Ou qu'est-ce qui se passe quand vous vieillissez? Ça devient vieux patriote ou Bon, mais certainement, il faut laisser la relève. Hein. Il faut donner, disons, la chance à d'autres personnes. C'est vrai que nous sommes jeunes, mais dans 10-20 ans, nous ne serons plus jeunes comme nous le sommes aujourd'hui. Et nous allons donner l'occasion à d'autres personnes de pouvoir continuer la structure, quoi. Donc, c'est un peu ça. Et quand est-ce que vous commencez cette page et qu'est-ce qui vous inspire un peu dans le début de cette page? Bon, au fait, l'idée de Jeunes Patriotes Congolais a commencé vers 2010. À l'époque, il y avait un conflit en Côte d'Ivoire. Wow. Le président Babo était soutenu par un mouvement des jeunes qui s'appelait les Jeunes Patriotes Ivoiriens, si vous vous rappelez. Bon, à l'époque, j'étais étudiant à l'université de Kinshasa, à la faculté des droits. Je suivais tellement l'actualité que j'étais vraiment inspiré par leur façon de faire les choses pour la défense de leur pays.
Parce que, je me suis dit, bon, pourquoi on n'est pas aussi s'inspirer de ça pour créer une structure pareille chez nous au Congo. Donc, Jeunes Patriotes, d'abord, c'est une structure avant d'être une page Facebook. Dans la page, c'est juste la continuité d'une vision qui a été implantée à Kinshasa. Est-ce que tu peux un peu étendre sur ça? Oui. Jeunes Patriotes, c'est une structure avant d'être une page. Qu'est-ce que on sous-entend Donc, ça veut par dire que la page, c'est juste le reflet de ce que nous faisons sur terrain, ou les reflets des objectifs de la structure. Oui, parce que la structure, dans sa mission, par exemple, c'est d'inciter les jeunes au débat politique. Et la page, si vous regardez notre page très bien, vous allez voir que nous parlons politique et nous incitons les jeunes au débat politique à travers des informations, à travers des sujets, des opinions que nous émettons sur les questions d'actualité. Voilà. Et nous allons revenir sur ça tout de suite, parce que au-delà de la politique, vous avez commencé aussi à parler beaucoup de l'entrepreneuriat. Voilà. Un peu plus tard, nous allons rentrer de parler non seulement cela, mais aussi de Zomaël, ces concepts-là. Mais comment est-ce que c'est traduit d'abord en français, Zomaël? Zomaël, c'est un peu comme inspire-toi. Ou inspire-toi à réfléchir. Voilà, moi, je disais prends l'intelligence. Non, ça sera une traduction littérale. Une traduction littérale, pratiquement ce que la plupart de nous faisons. Oui. Alors, c'est déjà la Côte d'Ivoire qui vous inspire à commencer ça. Oui. Et ces structures, c'était une seule personne ou plusieurs personnes qui sont venues ensemble? Comment cette idée commence? Bon, l'idée, d'abord, l'idée a commencé à l'université de Kinshasa. Nous étions en première année de graduat. Wow. C'est vrai que j'étais l'initiateur parce que je suis celui qui a partagé cette idée avec d'autres amis de la promotion. Et avec des amis, on a réfléchi pour voir comment peaufiner cette idée pour que ça soit quelque chose de très bien. Et les amis, nous étions, je crois, en G3, 3 ans après. Mais la page a été créée en 2011, donc une année après l'inspiration de l'idée. Et en 2014, les amis, nous nous sommes dit pourquoi ne pas rédiger les statuts, ne rédiger pour que la structure soit formelle. Donc, c'est un peu ça. Ça a été inspiré par moi, mais j'ai invité des autres amis de la promotion pour que nous puissions travailler sur le projet avec que ce soit quelque chose de réel, quoi. Donc, au début, l'idée commence en 2010. Après, en 2011, la page est créée. Oui. Et puis, en 2014, la structure devient formelle. Voilà. Wow, intéressant. Et tu as travaillé avec 2 autres amis de la faculté. La plupart de fois, le jeune, quand il commence quelque chose, ils sont ensemble, mais au bout de quelques années, ils se séparent. Qu'est-ce qui fait votre force? Qu'est-ce qui fait à ce que vous n'avez pas eu ce genre de conflit de leadership et toutes ces choses qui viennent avec? Bon, dire qu'on n'a pas eu de conflit, ça serait mentir parce que, vous voyez, dans chaque structure, il y a toujours des petits couacs comme ça qui peuvent être peut-être liés à la vision ou la façon de voir les choses. Mais l'avantage avec nous, c'est que dans la diversité, dans la multiplicité des opinions, nous gardons toujours notre cohérence. C'est-à-dire que nous savons où nous allons. Voilà pourquoi nous restons toujours unis. Et avec la structure, je peux dire que la force, c'est aussi la transparence entre nous, les membres les fondateurs de la structure. Nous sommes vraiment transparents, il n'y a pas des choses à cacher et voilà, quoi. C'est intéressant parce que tu es en train de parler de la transparence et il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui, je sais que Jeunes Patriotes Congolais encourage, inspire beaucoup de jeunes à pouvoir commencer des initiatives ensemble, prendre 2 choses ensemble. Qu'est-ce que tu dirais à ces jeunes-là qui sont en train de venir ensemble pour commencer quelque chose et se rassurer que peut-être d'ici 5-10 ans ça décolle et que ça ne devienne pas un problème de leadership et toutes ces choses qui viennent avec? La seule chose que je peux dire, c'est savoir ce que vous faites, et savoir où vous allez, et vous entourer de bonnes personnes. De bonnes personnes, c'est-à-dire que des gens compétents, des gens qui vont prendre à cœur ce que vous avez comme vision. Parce que si vous entourez des gens qui ne comprennent pas, ils vont vous embrouiller dans des choses qui ne seront pas bénéfiques pour votre vision. Donc, c'est un peu ça. Et aussi, il y a la formation. C'est-à-dire que vous pouvez être dans une structure, si vous ne connaissez peut-être pas certaines notions, ayez cette facilité-là d'apprendre des autres qui sont dans la structure. Nous, par exemple, dans l'équipe, si vous regardez, vous allez voir que moi, par exemple, je suis juriste, c'est vrai, nous sommes tous des juristes, mais j'avais peut-être une petite avance sur l'informatique, sur des questions de médias, parce que je me suis auto-formé.
Et j'ai fait de mon mieux pour que d'autres amis aussi puissent comprendre ces questions-là. Et il y a aussi un ami qui était peut-être doué sur des questions de droits de l'homme, sur des questions de droit international. Et on a échangé pour que nous puissions ensemble mettre nos moyens pour l'avancement de la structure. Et à chaque fois qu'on avait des conférences sur des questions que chaque personne maîtrisait, on faisait tout pour que l'un ou l'autre puisse comprendre ce qui se passe ou ce qui est dit devant la chaire. Donc, c'est un peu ça. Intéressant. Et en termes de formation, oui. Quels sont ces genres d'atouts que... Le monde est très connecté aujourd'hui, mais il me semble aussi que beaucoup de gens n'ont pas les bonnes informations, ou beaucoup de gens ne savent pas où trouver les bonnes informations, en termes d'informatique, en termes de droit et toutes ces choses. Qu'est-ce que vous faites personnellement, sur un niveau personnel d'abord, pour améliorer vos atouts, et en tant que structure, qu'est-ce que vous faites pour améliorer la formation et toutes ces choses? La formation, premièrement, c'est YouTube. Je peux dire YouTube, on l'appelle souvent l'université de YouTube. University. L'université de YouTube, comme on le dit en anglais. Je crois que YouTube nous a beaucoup aidé dans l'auto-formation. Nous sommes des juristes, mais avec YouTube, on a eu à apprendre beaucoup de questions sur le journalisme. On a eu à apprendre beaucoup de notions sur le journalisme, beaucoup de notions sur le fonctionnement de réseaux sociaux, beaucoup de notions sur les designs, et ça nous a permis de peaufiner ce que nous faisons déjà. Donc, l'auto-formation, c'est un peu en bref ce que je peux dire sur ça. Et à part YouTube, beaucoup de gens s'y passent beaucoup de temps aujourd'hui. TikTok est en train de prendre des rages, la grande jeunesse. Mais je sais aussi qu'il y a beaucoup d'autres formations sur TikTok. Est-ce que vous utilisez TikTok pour vous former ou c'est pour... Non, pas vraiment, parce que TikTok a pris de l'ampleur. Je crois qu'il y a cela 2 ou 3 ans. 2-3 ans. C'est pas quelque chose de 5 ans. Et nous, déjà, en 2018-19, on avait vraiment de l'ampleur. C'est peut-être pas comme aujourd'hui, mais on impactait déjà à notre façon. TikTok, on ne l'utilise pas trop, parce que sur TikTok, vous savez, je ne sais pas si c'est une spécialité pour l'Afrique, mais il y a beaucoup plus de choses qui sont négatives que des choses positives sur TikTok. C'est vrai que vous pouvez choisir entre regarder ce qui est bon et ce qui est mauvais, mais on a plus été inspiré par YouTube et aussi des recherches personnelles sur Google, et ce qui nous a permis d'avoir ce que nous avons aujourd'hui comme résultat. Revenons un peu sur la question de la résolution de conflits. C'est une question qui dérange beaucoup de jeunes aujourd'hui. Beaucoup d'entreprises n'arrivent pas à décoller parce que, à la base, les personnes ne s'entendent pas ou peut-être ont une différente façon de voir les choses. Est-ce que tu te rappelles un peu d'une situation que vous avez traversée et à un certain point, tu t'es dit peut-être ceci ne va pas avancer. Et comment est-ce que vous avez fait pour résoudre ou pallier à cette situation? Je crois, parmi les conflits qu'on a connus dans la structure, c'est surtout quand j'ai quitté le pays pour aller à l'étranger. Vous voyez, c'était un peu compliqué parce que vous êtes l'un des initiateurs ou les cofondateurs et vous partez et à la fin, les amis qui sont restés, c'est vrai que c'était trop court parce que la structure a été créée en 2014 et en 2016, vous comprenez un peu, juste 2 ans et puis après vous partez. Ça posait un peu un petit souci du genre il fallait rester dans la vision, il fallait rester dans l'idée initiale de la structure. Oui. Alors à cette époque-là, il y avait un petit conflit du genre les amis peut-être ne comprenaient pas. Vous voyez, ils pensaient peut-être qu'il y avait une sorte de compétitivité. Or en réalité ce n'était pas ça. C'était juste comme on dit le désir de maintenir la vision initiale. Mais pas dans le sens de freiner ce qu'ils faisaient sur le terrain. Vous comprenez? Alors, on a eu à résoudre cette question en se parlant véridiquement, en ayant un échange sincère et vrai entre nous, les membres de la structure. Et ça nous a permis de comprendre que si nous maintenons la vision initiale, vous allez voir que nous allons impacter, comme nous le désirions à l'époque où nous avons commencé la structure. Et les résultats aujourd'hui donnent raison. Je ne sais pas à qui, mais quand même, on arrive à comprendre que maintenir la vision initiale nous a permis d'être constants dans notre façon de faire les choses. On peut améliorer certaines questions ou certaines choses sur la façon de faire dans la structure, mais pas complètement changer les objectifs du départ. Donc, ça c'est un peu ça.
On pensait que la vision peut être un de ces soucis qui empêche à une structure de décoller. Non, la vision n'est pas l'un des soucis qui empêche, mais quand, par exemple, vous voulez changer la vision en cours de route, sans pour autant atteindre l'idée du départ. C'est vrai qu'il y aura un petit conflit ou un petit mésentente entre les leaders ou les membres cofondateurs de la structure. Mais si vous vous parlez sincèrement, si vous avez cette facilité-là à pouvoir concéder certaines opinions, vous allez voir que les choses vont évoluer. Donc, intéressant. Parlons un peu de l'entrepreneuriat. Oui. Toujours dans cette même optique de la vision. Aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs se sentent freinés ou ne veulent pas commencer parce que tout n'est pas parfait. Ils ne veulent pas que les choses marchent comme ils aimeraient que ça puisse marcher. À quel point, de jeunes patriotes, les choses commencent à marcher comme vous le vouliez? Et qu'est-ce qui vous a permis de persister pendant ces années où les choses ne marchaient pas? Parce que personnellement, j'ai découvert Jeunes Patriotes, je pense, en 2018 ou 2019. Je pense qu'on était en train de parler de ça il y a un instant avec le père du Congo. Il y avait le père de la démocratie, le père de la transition et tout ça. J'avais trouvé ça tellement intéressant et après, je suis allé rechercher. Mais jusqu'avant ces années-là, comment est-ce que vous avez pu retenir ce stamina pour avancer? À l'époque, je peux dire... les jeunes patriotes congolais, on était vraiment une structure très soudée. Très soudée. C'est-à-dire que c'était des jeunes étudiants qui sortaient fraîchement de la faculté, qui avaient vraiment l'ambition d'impacter, de gagner en termes de visibilité. Et on a organisé beaucoup de conférences sur... les communes, par exemple. Donc, vous avez organisé ces conférences avant que vous puissiez devenir ce que vous êtes devenu sur Facebook. Avant que nous puissions devenir ce que nous sommes aujourd'hui. Wow. On a organisé, on appelait ça Bilingue Forum. On le faisait au Centre Carter, c'est la maison de droits de l'homme à Kinshasa, au niveau de ITEX Africa, si je ne me trompe pas. Et à l'époque, vraiment, on a enchaîné des conférences chaque mois. Une conférence chaque mois. Il y a même un mois où on a fait 2 conférences. On allait dans des communes, on faisait des enquêtes sur le problème de la commune et on proposait des solutions. Et parmi les solutions qu'on proposait, on faisait des rapports. Et ces rapports, on les déposait auprès de municipalités de la ville de Kinshasa. Et la vision, c'était qu'à la longue, lorsqu'il y aura élection des conseillers communaux, que nous puissions avoir nos propres conseillers communaux et pourquoi pas peut-être avoir des bourgmestres qui sortent de notre structure. Donc c'était vraiment une école de leadership, une école de gouvernance. Et sur le plan structure, ça nous a vraiment donné de la force. Et au niveau médiatique ou de la page, c'est vrai que nous étions suivis, peut-être pas comme aujourd'hui, mais on a plus impacté avec la question de manifestations. De manifestations politiques qui étaient organisées par l'opposition à l'époque. L'IDPS, l'INC et tout contre le pouvoir de l'ancien président Joseph Kabila. Et nous étions vraiment au cœur de l'actualité. On parlait plus de ce qui s'est passé sur terrain. On était plus factuel, on n'était pas dans le buzz. Non, on était plus factuel. C'est-à-dire que voilà, de ce côté, il y a ceci, il y a tel nombre de morts, il y a cela et tout. Et les gens étaient vraiment inspirés par cette façon de fonctionner. C'était comme quelque chose de nouveau dans le monde médiatique ou digital congolais. Ouais. Et les gens commençaient à nous suivre. Et je me rappelle, une fois, on a reçu des messages de menaces. Wow. On a reçu des menaces. Il y a quelqu'un qui nous a écrit un long message du genre je connais votre maison, je connais ceci, je sais que vous n'êtes pas au Congo, parce que si quelqu'un était au Congo, je ne crois pas que cette personne pouvait dire des choses comme elle les disait à l'époque. Et voilà quoi. Bon, ça ne nous a pas freiné ou empêché de continuer notre travail. Premièrement, peut-être parce que j'étais à l'étranger. Parce que j'étais l'acteur principal de la structure à l'époque, médiatique. Mais sur terrain, il y avait des amis, Michel Mouyembe et Georges Opomo, que je salue. Ce sont vraiment des gens exceptionnels qui ont maintenu la structure sur le terrain quand moi, peut-être, je faisais le travail à l'étranger sur le plan médiatique. Donc, c'est un peu ça.
Mais comment est-ce que vous êtes parvenu à garder votre neutralité politique? Parce que vous soutenez ce qui est bon, vous critiquez tout ce qui est mauvais, peu importe ça vient d'où, qui le fait. Comment est-ce que... Je sais que vous avez peut-être votre opinion personnelle politique, mais comment est-ce que vous faites pour que la page ne puisse pas suivre une ou telle autre opinion d'une autre personne? Bon, principalement, je peux dire, c'est parce que Jeunes Patriotes Congolais, d'abord, n'est pas un parti politique. Jeunes Patriotes, c'est une association des jeunes, et chaque jeune a des opinions, ou chaque jeune est affilié à un parti politique ou un mouvement politique. Et dans notre façon de faire, vous allez voir que parmi les membres cofondateurs, il y a certains qui sont de l'IDPS, d'autres qui sont du MLC, et il y a par exemple, moi, je ne peux pas dire, c'est vrai que je suis de tel parti politique, mais j'ai mes opinions à moi que je pouvais peut-être exprimer. Qui sont contraires aux opinions de votre épouse. Qui sont contraires aux opinions peut-être des amis et tout. Des amis et tout dans la structure. Alors, on faisait tout pour que, quand nous parlons de la structure, ou quand nous parlons dans la structure, que nous ne puissions pas combiner nos opinions personnelles. Que ce soit le bon sens. Vous voyez, parce que en politique, des fois, vous pouvez aller contre le bon sens, tout simplement parce que c'est la vision ou l'opinion du parti politique dans lequel vous êtes. Vous voyez. Et nous, on faisait en sorte que nos opinions soient neutres. On regardait, est-ce que c'est bon ou c'est mauvais? Est-ce que c'est intéressant pour la population ou pas? Vous voyez. Est-ce que ça aide la nation ou ça n'aide pas la nation? Et c'est comme ça que nous arrivons à donner des opinions, appréciées d'ailleurs par beaucoup de gens, sur des questions politiques. Donc notre neutralité n'empêche pas que chacun d'entre nous dans le groupe puisse avoir des opinions personnelles. Donc c'est un peu ça. Nous ne sommes pas affiliés à un parti politique, mais au moins chacun d'entre nous est affilié à un parti politique. Et quand il faut dire des choses, nous les disons comme structure. Et ça nous empêche aussi de plonger chaque membre de la structure dans des problèmes. Parce que si on dit par exemple telle personne qui est dans la structure a dit ceci, vous voyez à quoi ça donne. Exactement. Et comme nous le disons au nom de la structure, c'est très facile pour nous d'être neutres et on n'aura pas de problème. Intéressant. Oui. 2 questions. La structure a commencé par 3 personnes. Est-ce que la structure est toujours maintenue par 3 personnes ou l'équipe de GPC s'est agrandie maintenant à plusieurs personnes? Non, la structure a commencé par 3 personnes, mais depuis 2014, il y a beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Je peux citer Sarah, je peux citer Marie, je peux citer Joss, je peux citer Gloire. Il y a beaucoup de gens avec qui nous travaillons dans la structure depuis 2014. Donc, l'initiative est venue de 3 personnes. Mais dans le fonctionnement, on avait vraiment toute une équipe, les chargés de projet, le secrétaire, les chargés de communication et tout, les chargés de la logistique. Ça fonctionnait vraiment normalement. Comment est-ce que vous faites pour que ces gens qui joignent la structure plus tard adhèrent à la vision sans pour autant vous détourner de la vision? Bon, notre façon de fonctionner est vraiment, je peux dire, statique. Ça veut dire qu'il y a un comité directeur et puis il y a le conseil d'administration. Quand vous adhérez, vous ne faites pas partie de l'équipe. Vous faites partie de la structure, vous ne faites pas partie de l'équipe. Et les décisions ou les opinions sont tenues par le comité directeur. Vous voyez, donc quand vous venez, vous faites partie de l'Assemblée générale. C'est vrai que l'Assemblée générale a des droits et des devoirs, mais au moins la majorité des opinions proviennent du comité directeur. Et c'est vraiment une boîte un peu renfermée. On n'est pas vraiment trop ouvert à la masse. Et on fait en sorte que ceux qui viennent soient des personnes qui ne vont pas nous détourner de ce que nous avons comme objectif. Peut-être pour l'instant, nous restons dans une structure qui est plus renfermée. Peut-être à la longue, nous allons nous ouvrir à d'autres personnes pour devenir une structure de masse. Donc c'est un peu ça. Parlons maintenant toujours dans ces domaines de l'entrepreneuriat et du leadership. Oui. Penses-tu que c'est important pour de nouveaux entrepreneurs d'avoir un business plan ou il faut d'abord se lancer et voir si ça marche? Quelle est ton opinion? Je peux dire oui ou non. Explique. Je peux dire oui ou non. Oui et non. Oui et non, pourquoi? Parce que, d'abord, oui, si vous avez un business plan, vous allez comprendre là où vous allez. Vous voyez, ça va vous permettre de savoir, j'ai fait ça, je vais faire ça, jusqu'à atteindre tel niveau. C'est vrai que ça peut ou ne pas marcher, mais au moins vous avez une idée générale ou globale sur ce que vous voulez faire. Mais non, pourquoi? Parce qu'il y a par exemple les entreprises
ou de startups comme ça qui n'ont jamais commencé avec de business plan. Juste du coup, par les succès de médias, des réseaux sociaux, la chance, ça compte aussi. Et ça barde, par exemple. Et je peux donner un exemple. Il y a une fois, en 2021, si je ne me trompe pas, il y a un jeune garçon qui m'a contacté, c'était au nom de la structure. Il dit non, j'aime ce que vous faites, vous présentez les jeunes agriculteurs sur la page, vous allez vous montrer aux gens ce que d'autres jeunes font et tout. Moi, je vais me lancer dans l'agriculture, mais je ne sais pas quoi faire. Je lui ai dit, qu'est-ce que vous avez comme moyen pour vous lancer dans l'agriculture? Il dit, bon, comme je suis là, j'ai tel montant et tout, alors j'ai besoin que vous puissiez m'aider à comprendre les secteurs de l'agriculture et tout. Et je lui ai dit, bon, essaie un peu de faire ceci, cela et tout. Je lui ai montré un peu quelques techniques, des choses qu'il peut faire par rapport à mes connaissances. Et il m'a dit, OK, je lui ai donné le numéro d'une personne qu'il devait contacter pour avoir un espace où il pouvait investir dans l'agriculture. Et la personne l'a aidé. Le monsieur n'avait pas de business plan. C'était un jeune. Et il est revenu vers moi, je crois, 4 mois après, avec des photos, des images, me montrer ce qu'il a eu à récolter comme, disons, produit de ces champs au niveau de Maloko et tout. Ça peut aller comme ça. Ça peut marcher comme ça sans business plan. C'est vrai que la personne qu'il a coaché, qu'il a aidé, était comme une sorte de support pour lui. Mais au moins, c'est quelqu'un qui sait juste lancer comme ça, sans pour autant être entrepreneur dès départ, ou sans pour autant avoir des notions sur l'entrepreneuriat. Ouais. Et ça l'a aidé à évoluer. Voilà. Ça, c'est un témoignage quand même émouvant, je dois l'admettre. Oui. En parlant de ça, parlons un peu du réseautage. Oui. C'est quand même un aspect qui est très important, oui. Mais aussi très négligé par plusieurs personnes. Voilà. Comment est-ce que quelqu'un, un introverti, je suis de nature introvertie, beaucoup de gens ne le croient pas, mais c'est vrai. Comment est-ce qu'un introverti, par exemple, peut s'élancer dans le réseautage? Quelles sont les astuces qu'il faudrait prendre quand vous voulez commencer à créer votre propre réseau? Et tout. Je crois la gestion de l'image. Vous savez, les réseautages, sans la gestion de l'image, vous êtes foutu. Tu peux un peu... Ça veut dire que votre personnalité, pas votre personnalité individuelle, la personnalité de votre business, ou ce que les gens voient en vous en tant qu'entrepreneur, ça permettra en sorte que, même si nous nous rencontrons à la fin d'une conférence, où je te donne ma carte des services et tout, nous échangeons de cartes de services, des contacts, et une fois que je pars par exemple sur ton compte Facebook, je pars par exemple sur ton compte Instagram, je regarde ce que tu publies, de quoi tu parles, une fois je me dis, mais bon, cette personne n'est pas une personne de confiance. Ou je peux appeler un proche qui peut aussi te connaître. Et la personne me dit par exemple, non, Mastawana, non, c'est pas quelqu'un avec qui il faut collaborer, il faut travailler. C'est-à-dire que les réseautages, sans une bonne gestion de l'image, c'est vraiment rien. C'est rien. Donc, je recommande toujours aux gens de soigner leur image avant de se lancer dans le réseautage. Explique-moi un peu. Oui. Soigner son image. Oui. Quels sont... Sois un peu pragmatique. Oui. Aujourd'hui, je me dis, OK, je suis en première licence de droit et puis je vais me lancer dans le réseautage parce que je vais bientôt finir avec la fac et puis je dois trouver un travail. Oui. Quels sont le ABC? Je dis, OK, première des choses, voici ce que tu dois faire. Deuxième des choses, voici ce que tu dois faire. Troisième des choses, voici ce que tu dois faire. La première des choses, c'est faire la différence entre la vie individuelle ou la vie personnelle et la vie de votre business ou l'image de votre business. Et la deuxième des choses, c'est dire que faire en sorte que quand vous émettez des opinions, par exemple sur les réseaux sociaux, que vous ne puissiez pas nuire à ce que vous allez faire à l'avenir. Vous voyez. La politique, par exemple. Moi, je ne conseille pas aux jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat de publiquement émettre leurs opinions politiques. Ça, ce sont des trucs de gens qui... Pourquoi pas? Oui, je vais vous expliquer. Donc, ce sont plus des trucs de gens qui sont déjà assis. Pourquoi? Parce que
la personne est à la recherche, ou le jeune est à la recherche des clients. Oui, il est au début de son initiative, de son business. Il est à la recherche des clients. Et parmi ces clients, il y a ceux qui peuvent être pour et contre telle personne ou telle autre personne. Prenons un exemple. Aujourd'hui, vous commencez à attaquer tel leader politique ou tel artiste, musicien. Je peux aller même dans ce sens-là. Imaginez vraiment avec les réseaux sociaux aujourd'hui, vous croyez vraiment que les gens qui soutiennent cet artiste ou cet homme politique vont faire des affaires avec vous? Non. La majorité vont vous éviter parce qu'ils savent que soit vous avez de la haine avec telle personne, même si vos opinions sont objectives, hein, sont logiques, mais ils auront vraiment beaucoup d'égards à travailler avec vous ou à acheter vos produits. Vous voyez. Et moi, je dis souvent, quand vous commencez votre business, évitez de dire n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Les hommes de Dieu, par exemple. Vous commencez votre business, vous commencez à attaquer un homme de Dieu. Vous prenez tel pasteur, vous dites, il a dit ceci, bon, ce qu'il a dit, je crois que ce n'est pas logique. Il y a même d'autres personnes qui arrivent jusqu'au point de dire que, bon, moi, je pense que celui-là n'est pas spirituel, celui-là est tout et tout. Mais vous êtes entrepreneur. Ce sont des questions de religion, ça ne vous concerne pas. C'est vrai que ça peut être votre propre page ou votre propre compte, mais il y a des gens qui vous lisent. La meilleure chose à faire, c'est de garder silence sur certaines questions, ou soit émettre deux opinions qui ne vont pas peut-être choquer des gens de l'autre côté. C'est poser toujours des questions. C'est que j'ai dit, si les gens qui me suivent étaient fanatiques de tel homme de Dieu, tel artiste, tel homme politique, est-ce qu'ils vont vraiment accepter un jour, quand je vais leur présenter mon produit, ils vont accepter de collaborer avec moi, de travailler avec moi? Et c'est ça l'erreur de beaucoup de personnes. Et l'erreur aussi de beaucoup d'artistes qui sont au début de leur carrière chez nous, par exemple, au Congo. Vous allez voir quelqu'un qui vient à peine de commencer, il n'a même pas vendu beaucoup d'albums, ou il n'a même pas beaucoup de personnes qui les suivent sur les réseaux sociaux, ou même beaucoup de vues sur YouTube. La première des choses, c'est de dire, bon, moi je soutiens tel artiste, et moi je pense que l'autre artiste n'est pas doué, ne chante pas bien, n'est pas populaire et tout, c'est bien. Mais n'oubliez pas que vous avez besoin de faire votre propre carrière. Et votre carrière ne doit pas être liée à des autres artistes qui sont populaires. Si vous prenez position, les gens qui soutiennent l'autre artiste ne vont pas vous soutenir. Quand vous organisez des concerts, vous avez besoin des gens de tous les deux côtés, non? C'est pareil pour le football. Pareil pour beaucoup de questions. C'est vrai que le football, parfois, c'est sportif, et les gens n'ont pas trop tendance à prendre ça au sérieux, comme avec la musique, la religion, la politique. Mais émettre des opinions comme ça, quand vous êtes au début de votre business sur les réseaux sociaux, ça va plus vous faire du mal que vous avantager. Et si vous n'êtes pas entrepreneur, oui. Pensez que cela pourrait même affecter quelqu'un qui cherche, par exemple, un emploi? Bon, pour l'emploi, pas nécessairement. Pas nécessairement, parce que, vous voyez, pour l'emploi, vous n'avez pas besoin des opinions du public. C'est vrai que les gens de ressources humaines peuvent aller sur votre page Facebook, regarder ce que vous publiez, vous écrivez, mais ça peut aussi impacter. S'il y a certaines questions, par exemple, qui sont obscènes, certains sujets qui ne sont pas dignes d'une personne qui peut, par exemple, travailler dans telle ou telle autre entreprise. Imaginez, par exemple, une entreprise de télécommunications qui veut travailler avec vous. Et on jette un peu un coup d'œil sur votre page Facebook et on découvre que vous avez attaqué cette entreprise-là sur votre page. Imaginez. C'est-à-dire que l'agent de ressources humaines va sur la page, chez vous, il regarde et puis il constate que vous avez attaqué l'entreprise. Parmi vos opinions. Vous croyez vraiment qu'ils vont vous engager? Je ne crois pas. Ils ne vont pas vous engager. Donc, à un certain niveau, oui, ça peut impacter si vous tenez des opinions qui ne sont pas logiques, qui ne sont pas dignes d'une personne qui réfléchit. Hein, donc, voilà quoi. Donc, et vous exposez, par exemple, votre vie
disons, vous faites de l'ambiance, votre corps sur les réseaux sociaux, des trucs pareils. Il y a d'autres domaines où on ne peut pas vous engager à cause de ça. Très vrai. Alors, la première des choses, vous avez parlé de soigner son image. Oui. Nous sommes toujours en train de parler du réseautage. Oui. Comment est-ce qu'on peut commencer à améliorer les réseautages? Alors, après avoir soigné l'image, quelle est la prochaine étape? La prochaine étape, c'est participer à des activités. Le réseautage, c'est aussi vous ouvrir au monde. C'est-à-dire que quand il y a des conférences, il y a des forums, même s'il faut payer de l'argent pour participer à certains forums ou à certaines activités sur l'entrepreneuriat, il faut toujours les faire. On ne sait jamais qui on va rencontrer dans cette conférence-là. Et c'est munir toujours de sa carte de service pour échanger avec... Donc, il faudrait déjà avoir une carte de service. Mais non, si vous avez une carte de service sur laquelle... Qu'est-ce que vous mettez sur votre carte de service? Non, des informations, des contacts, des coordonnées. Juste des coordonnées, votre email. Si vous avez un site web, vous le mettez. Si vous avez un numéro de téléphone, généralement, tout le monde en a. Donc, vous le mettez sur la carte et vous échangez avec la personne. Et qu'est-ce qu'il faudrait éviter de mettre sur la carte de service? Bon, je ne sais pas ce qu'il faut éviter, mais mettez juste l'essentiel. Mettez juste l'essentiel, ce qui peut être important pour la personne qui va les recevoir. Et puis, voilà, quoi. Et aussi, avoir un résumé très, 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 très bref de ce qu'on fait comme activité. Parce que vous allez rencontrer une personne, il ne va pas vous donner, ou la personne ne va pas vous donner 15 minutes pour échanger avec la personne. Exactement. Il peut vous donner peut-être 1 minute. OK, comment je suis telle personne, voilà ce que j'ai fait comme activité, j'aime ce que vous faites. Et je me disais comment je peux vous voir peut-être au courant de la semaine ou durant cette année et tout. Alors voilà ma carte de service et tout. Vous voyez, juste un truc comme ça, vous lui dites ce que vous faites en 2 ou 3 secondes et c'est tout. Et la personne, si la personne vous trouve intéressante, vous allez voir que la personne va vous rappeler. Parlons un peu de ça. Oui. Je pense que nous allons déjà dans la deuxième partie ici. Oui. Cette saison, comme je te disais tantôt, notre podcast est souvent en anglais, mais nous avons commencé avec les séries en français. Nous sommes en train de parler de ces livres, le 16 lois, le 16 Undeniable Laws of Communication, le 16 lois de la communication. Comment est-ce qu'un entrepreneur peut communiquer sa valeur en si peu de temps? Quels sont quelques atouts que vous pouvez recommander pour que... Je crois qu'il faut se poser 3 ou 4 questions principales. Qui vous êtes? Oui. Ou qu'est-ce que vous faites comme business? Et quelles sont, disons, quelle est votre vision? Et aussi, comment la personne ou votre interlocuteur peut profiter de votre business pour collaborer avec vous. Je crois que ça fait partie des questions peut-être... les départs qui peuvent permettre quelqu'un... Je ne veux pas que les gens perdent ça. Okay. Donc, vous avez dit la première des choses, communiquer qui vous êtes. Qu'est-ce que vous faites, votre vision, et comment est-ce que la personne avec qui vous parlez peut profiter de ça. De votre business. That's really good. Non, vas-y. Voilà, alors, vous voyez que avec ces questions, ça vous permet, si vous répondez à ces questions-là, et vous faites un résumé que vous avez, que vous amenez partout où vous allez, dans des conférences, dans des activités, vous allez voir que l'interlocuteur, la personne avec qui vous parlez, aura de l'intérêt pour vous rappeler ou vous recontacter. Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens, il peut parler avec des personnes durant la journée ou durant le... Mais s'il est marqué par ce que vous dites, c'est tout. Un résumé vraiment très clair. Voilà. Yes, that's very good. Oui. Est-ce que tu peux encore répondre les 4 questions? J'aimerais vraiment que les gens puissent saisir ça. Qui vous êtes? Vous pouvez présenter, dire par exemple, je suis telle personne, je suis le CEO de telle entreprise, j'ai fait ceci et tout, et notre entreprise est dans tel domaine, nous faisons ça. Vous voyez, et notre vision, c'est qu'à la langue, nous puissions, par exemple, faire ceci, cela, et à la fin, si vous collaborez avec nous, nous allons vous aider à par exemple, à faciliter les recrutements de travailleurs dans votre entreprise. Si vous êtes dans les ressources humaines, par exemple. Prenons ça Je suis un podcasteur. Oui. Vous avez une page très connue. Oui.
Si je vous rencontre dans un événement Oui. et que vous avez besoin de moi, comment est-ce que vous m'approchez? Pour quelqu'un qui se demande, OK, je comprends ce qu'il dit, mais donne-moi un exemple plus clair. Par exemple, je suis Patrice. Patrice est le président des Jeunes Patriotes Congolais. Jeunes Patriotes Congolais, c'est une structure qui a été créée en 2014 et qui est dans la promotion des initiatives des jeunes. Et notre vision, c'est qu'à la longue, que les jeunes puissent créer des entreprises, que les jeunes puissent s'impliquer au débat politique. Et nous avons besoin de votre podcast pour étendre notre visibilité, par exemple sur YouTube, ou professionnaliser ce que nous faisons comme activité sur les terrains. Wow. Oui, ça va vous faire comprendre facilement. Ça va vous donner une idée générale sur Jeunes Patriotes Congolais et sur moi. Et je peux peut-être rajouter pour dire, voilà, nous sommes suivis par tel nombre de personnes sur les réseaux sociaux. Juste des petits piments comme ça qui peuvent ajouter un plus sur ce que la personne peut comprendre sur vous. Voilà. Mesdames, messieurs, je pense que vous êtes en train de trouver cette émission aussi intéressante que je suis en train de trouver. Je suis en train personnellement de beaucoup apprendre aujourd'hui. Et nous allons parler d'un autre sujet. Nous avons beaucoup discuté sur le leadership, l'entrepreneuriat, l'histoire de jeunes patriotes congolais. Et maintenant, nous allons parler de la communication. OK. Je pense que c'est quand même quelque chose qui est très important. Tout se passe en communication. En communication, oui. Je suivais un homme qui parle souvent de deux choses. Il dit que John Maxwell, l'auteur que nous lisons souvent sur le leadership, il dit que le leadership est à la base de tout ce qui se passe dans la vie. Mais il dit aussi que la communication est à la base du leadership. Donc, à la base, on a besoin d'être de bons communicateurs pour être de bons leaders. Alors, personnellement, parlons un peu de toi en tant que personne. À quel point de ta vie tu commences à prendre la question de la communication au sérieux? Bon, premièrement, à l'époque, avant de faire la faculté des droits ou avant de suivre les études des droits, je voulais faire la communication. Je voulais faire les journalismes. Ça m'intéressait tellement que, disons, les débats politiques m'intéressaient et la communication ou les journalismes faisaient partie de mes centres d'intérêt à l'époque. Et lorsque mon père, parce que c'est mon père qui m'a guidé à la faculté de droit, il a regardé comment je réfléchissais et ce que je faisais à l'époque. Et puis il s'est dit, bon, si tu fais les droits, ça va te permettre d'avoir une compréhension sur les lois et même quand tu vas te lancer en politique, tu n'auras pas de difficultés à pouvoir te défendre à chaque instant qu'il y aura des questions juridiques. C'est vrai que son idée était plus liée à ma façon de m'intéresser à la politique, mais je suis resté assoiffé de la communication. C'est-à-dire que même quand j'étais à la faculté de droit, quand j'étudiais les études de droit, je ne parlais que de la communication. La preuve, j'ai fait un mémoire sur la cyberdémocratie. La cyberdémocratie, c'est la démocratie sur Internet. Je crois que c'était la première fois à la faculté de droit de l'université de Kinshasa, pour un étudiant, de parler de cette question-là. C'est vrai que c'était l'époque où les réseaux sociaux commençaient à avoir de l'ampleur, Internet commençait à avoir de l'ampleur. Et si je suis parti dans ce sens, c'est parce que j'étais vraiment plus attiré par la communication. Et Internet plus démocratie, quand vous les combinez, cyberdémocratie, vous allez voir qu'il y a la communication dedans. La cyberdémocratie, c'est tout simplement la liberté pour les gens de s'exprimer sur les réseaux sociaux par des moyens d'Internet ou par des moyens médiatiques. Oui, la démocratie, comme c'est sur le terrain, il y a la liberté d'expression et tout le principe ou le méthode de la démocratie, vous les ramenez sur Internet et c'est ce qui fait la cyberdémocratie. Vous comprenez un peu? Donc, j'étais dans la communication sans pour autant être étudiant ou apprenant du domaine de communication. Voilà. Wow. Et quels étaient les obstacles que vous avez commencé à croiser quand vous apprenez à communiquer de différentes manières? Parce qu'il y a cette communication écrite, il y a cette communication visuelle et toutes ces choses. Quels sont certains obstacles que vous avez croisés et qu'est-ce que vous aviez fait pour améliorer votre communication? Bon, les obstacles, premièrement, c'était
Bon, c'est vrai que j'ai fait les études littéraires. J'ai fini en littéraire, mais au moins, je n'avais pas de connaissances sur les outils médiatiques. Ça faisait partie des obstacles. C'est vrai que tu pouvais dire certaines choses, tu pouvais avoir une vision, mais tu es limité parce que tu n'as pas la connaissance sur la façon de gérer ou de manier les outils informatiques ou les outils communicationnels. Vous voyez. Alors, il fallait apprendre. Il fallait se référer à YouTube, il fallait se référer à Google, à d'autres méthodes plus ouvertes au public pour se former, quoi. Donc, c'était un peu ça. Et il y a aussi le côté expression. Ce n'était pas vraiment un obstacle, mais j'ai été plus facilité par la faculté de droit. Parce qu'à la fac de droit, vous savez, comme juriste, il faut s'exprimer, il faut parler. Et on a cette facilité-là à défendre ses opinions en public et tout. Et on avait cette facilité-là à pouvoir nous exprimer. Et voilà, quoi. Donc, c'était plus facile pour moi, en tant qu'étudiant en droit, de me lancer dans la communication. Je ne sais pas si tu as suivi le premier interview de Mark Zuckerberg sur CNN. I believe c'était sur CNN. Oui. Il avait beaucoup sué, il était nerveux et toutes ces choses. Et aujourd'hui, on voit beaucoup d'entrepreneurs qui ont des très bonnes idées, qui sont très doués, très intelligents. Mais quand ils vont, par exemple, dans une compétition de pitch, où ils doivent parler de leur business, ils n'arrivent pas à bien exprimer ou structurer leur business. Qu'est-ce que ce genre peut faire pour améliorer surtout cette communication-là expressive, si on peut le dire comme ça? Bon, l'apprentissage, c'est exercer soi-même avant de... C'est comme on dit, commencer par s'exercer dans sa chambre avant de vous exposer en public. Donc, exercez-vous. Essayez un peu de déceler les endroits où vous n'êtes pas doué, si c'est l'expression. C'est un peu de répéter, de faire des répétitions. Si c'est la structuration de votre communication, écrivez-les. Faites même des récitations. À la langue, plus vous allez le pratiquer, vous allez voir que ça va commencer à venir de soi. Voilà, quoi, l'exercice personnel avant de vous lancer en public. C'est vrai qu'il y a d'autres personnes qui sont influencées par la caméra. Des fois, quand il est seul ou quand il est avec des gens sur place comme ça, il peut bien parler. Mais dès qu'il est devant la caméra, bon, c'est fini. Je ne voulais pas parler de cet artiste-là. Je connais un artiste, artiste très doué. J'ai vu un de ses interviews à Kinshasa, magnifique. Et je vois à la TV5, je me dis, qu'est-ce qui se passe avec oui, je me rappelle, je connais le... je pense que tu as aussi suivi ça. Alors, tu as parlé de ton père qui t'a orienté dans le choix de la faculté et tout ça. Beaucoup de jeunes aujourd'hui manquent du mentorat. Peut-être certains ont perdu leurs parents. D'autres n'ont peut-être pas de parents qui ont la connaissance dont ils ont besoin pour mieux les orienter. Est-ce que tu as eu des mentors ou tu en as toujours tout au cours de ton parcours? Et comment est-ce que tu as pu t'arracher ces mentors-là pour qu'ils te conduisent? Et quelles sont les choses que tu fais pour conserver cette relation de mentorat? Bon, malheureusement, je n'ai pas eu de mentors. C'est vrai que je me suis inspiré de certaines personnes, sans pour autant que ces personnes-là soient mes coachs. Mais au moins, mon père, lui, c'est quelqu'un de trop regardant sur les enfants. Je lui salue d'ailleurs là où il est. À chaque fois qu'il observe quelque chose sur vous, il va vous parler, il va te parler, il vous parle et puis il vous explique. Maintenant, c'est à vous de voir. Il est un peu démocrate. Il est regardant, mais il est démocrate dans la façon de faire les choses de ses enfants. Alors, ça m'a beaucoup aidé, ces orientations. Même moi-même, quand j'ai réfléchi, je me suis dit, bon, oui, je trouve que c'est intéressant. Je vais vous dire quelque chose. Quand je faisais la faculté de droit, je me disais jamais que j'allais être avocat. Comment ça? C'est-à-dire que je ne faisais pas la faculté de droit pour être avocat. Je faisais la faculté de droit pour être politicien. Wow. Je faisais la faculté de droit pour comprendre les questions juridiques. Je faisais la faculté de droit parce que je savais que
j'avais des ambitions politiques et qu'un jour, ces ambitions politiques vont exiger à ce que je puisse comprendre le domaine juridique, comprendre la Constitution, comprendre les lois, comprendre le fonctionnement de l'État et tout. Ouais. Donc, c'est vrai que je me disais peut-être que j'allais être magistrat et tout, mais avocat, non. Si je deviens avocat un jour, ça sera peut-être par hasard. D'où je ne suis pas trop intéressé à ça, parce que je connais un peu les objectifs et je sais pourquoi je suis allé à la fac des droits. Alors, si je peux revenir à la question du mentorat ou de coaching, je n'ai pas eu de coach. Je me suis inspiré de beaucoup de personnes. Et parmi les gens qui m'ont beaucoup inspiré, il y a un coach à Kinshasa qui s'appelle Eugène Kandolo. Eugène Kandolo, c'est un grand frère. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré. À l'époque, il était, je crois, leader d'une structure qui s'appelait AVEC. J'ai participé à ses activités. J'allais dans des conférences. Je les suivais partout. Dans la ville, à Gombe, à Kitambo, partout, je les suivais. Je participais à des conférences. Je me disais, j'aime bien comment ces messieurs font les choses. J'aimerais bien un jour remplir des salles comme ces messieurs. J'aimerais bien un jour parler devant les gens comme ces messieurs. Et lui-même, il ne les savait pas. C'est peut-être récemment que je lui ai dit. Et il est étonné d'entendre que, à l'époque, quand on s'est rencontrés dans une conférence, je le suivais. C'est lui que je suivais. Et je crois une fois, on a fait un dédicace sur la page pendant la période des élections. Il était candidat et on a fait un dédicace, un témoignage pour témoigner combien ces messieurs-là nous a inspirés, il nous a soutenus. Vous voyez. Donc, si je peux dire coach ou mentor, je n'en ai pas. Mais il y a des leaders de la jeunesse de l'époque qui m'ont beaucoup inspiré. Et parmi ces leaders, il y a Eugène Kandolo, que nous appelons affectueusement Cas Possible. Donc voilà quoi. Et maintenant que votre structure a grandi et continue à grandir, est-ce qu'il y a des gens qui vous approchent pour vous demander de les aider peut-être dans un coaching ou mentorat? Oui, personnellement, sans pour autant me vanter, j'ai aidé beaucoup de personnes. C'est vrai que je ne suis pas leur coach, parce que c'est à eux de dire si je suis leur coach. C'est pas à moi de dire que je suis le coach de telle personne ou telle autre personne. Mais j'ai fait de mon mieux pour que le peu que je connais, ou le peu que je maîtrise sur le média, sur Internet, sur les questions d'entrepreneuriat, que je puisse les partager avec d'autres jeunes. Donc voilà quoi. Donc il y a des gens qui nous approchent comme ça, avec qui nous partageons de temps en temps sur ce qu'ils font comme travail et voilà quoi. Intéressant. On continue à parler de la communication. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont utilisés comme un outil pour la communication, mais c'est aussi un outil où les gens sont en train d'abuser et de perdre beaucoup d'opportunités. Oui, ça c'est sûr. Alors, on a parlé de réseautage, on a parlé de comment est-ce qu'on peut améliorer son image sur les réseaux sociaux, mais comment est-ce qu'on peut améliorer sa communication sur les réseaux sociaux pour donner une bonne image de soi? Qu'est-ce que vous pouvez, par exemple, quelles recommandations est-ce que vous donnerez à un jeune, à un entrepreneur pour améliorer cette connaissance-là sur cette communication sur les réseaux sociaux? Améliorer sa connaissance ou bien améliorer son image? Sa communication. Sa communication, ok. Je crois, le départ, c'est plus ce que j'avais dit au départ, c'est apprendre. Vous voyez, c'est s'auto-former. Ça, c'est sûr. Mais après l'auto-formation, vous devez être professionnel. Soyez professionnel. Contrôlez ce que vous dites. Séparez votre vie privée et la vie de votre business. Évitez de tenir des opinions controversées parce que ça va impacter des gens avec qui vous devrez collaborer, des potentiels clients, des potentiels partenaires. Ouais. Et aussi choisir ou cibler les réseaux sociaux en fonction de ce que vous faites comme travail. Alors, parlons de ça. Oui. Quels réseaux sociaux vous recommandez et pourquoi? Par rapport à différents domaines. Voilà, je peux prendre un exemple. Si vous êtes dans le fashion design et tout, pourquoi ne pas aller sur Pinterest? Ça, c'est plus facile. Okay. Ou Instagram, c'est plus facile. Ou TikTok.
Je ne vois pas quelqu'un qui est dans le fashion design aller sur Twitter. Twitter, c'est un peu comme le WWE des opinions. Exactement. Ouais, donc de l'autre côté, c'est chaud. Et ouais, bon, si vous voulez la masse, il faut rester sur Facebook, surtout avec l'Afrique. Si vous voulez avoir la masse, il faut vraiment rester sur Facebook. Si vous voulez avoir l'intellectuel ou disons les intellectuels, avoir plus de gens qui sont trop critiques, qui sont dans des réflexions, allez sur Twitter. Si vous voulez faire, par exemple, promouvoir votre business, chercher des collaborateurs, chercher un travail, il y a LinkedIn. LinkedIn, voilà. Yeah. Il y a LinkedIn et puis voilà quoi, ça va vous aider facilement. Et puis il y a aussi TikTok. TikTok, c'est vrai que ça mélange un peu de tous ces derniers temps, mais avec TikTok, c'est plus pour le placement de produits avec des influenceurs. C'est plus facile de contacter un influenceur sur TikTok. Il parle de votre produit et vous allez avoir plus de clients que d'aller sur Twitter ou Facebook. Facebook, c'est vrai qu'on peut publier et parler de votre business, mais il n'y a pas assez d'influenceurs qui parlent des produits des entrepreneurs. Mais sur TikTok, c'est plus facile. Vous payez la personne et la personne va référencer votre business pour dire, voilà, j'ai essayé tel produit. Je sais, à l'époque, ça fonctionnait avec Instagram, mais TikTok a vraiment gagné ces marchés-là ou ces côtés-là avec la jeunesse. Voilà. Intéressant. Parlons des influenceurs. Qu'est-ce que vous trouvez de positif et qu'est-ce que vous trouvez de négatif dans le monde des influenceurs? Bon, le négatif, je peux dire les fakes. Donc, les gens ne sont pas réels. Les gens... c'est vrai qu'on ne demande pas aux gens de montrer tout ce qu'ils sont ou ce qu'ils font hors caméra ou hors téléphone. Mais quand même, il faut être réel. Ouais, vous ne pouvez pas... par exemple, être à Kinshasa et vous faites comme si vous étiez aux États-Unis. Vous ne pouvez pas vivre dans un quartier reculé. Et sous les réseaux sociaux ou sur Internet, vous avez l'impression d'une personne qui roule carrosse, qui est vraiment dans une vie vraiment de luxe. Les fakes, c'est quelque chose, vraiment les faux. Les faux, les gens ne donnent pas souvent l'image qu'ils ont hors téléphone. Ça, c'est très, très dangereux. Parce que vous influencez d'autres personnes à devenir comme vous. Or, en réalité, si on analyse, vous allez voir que parfois, certaines personnes que vous influencez vous dépassent. Donc, être vrai, et voilà quoi. C'est l'un des défauts des influenceurs. Bon, parmi les qualités des influenceurs, je peux dire, il y a celles qui sont positifs, ceux qui parlent de l'entrepreneuriat, ceux qui éveillent la conscience des jeunes, ceux qui sont par exemple dans la spiritualité, parce qu'on ne peut pas oublier que nous sommes chrétiens, donc c'est positif, ça ne dérange pas. Et il y a aussi des gens qui sont dans l'apprentissage des métiers. Ils sont sur les réseaux sociaux, sur TikTok par exemple, ils vous montrent comment faire ceci, comment et tout. Ça, c'est vraiment positif. Bon, je peux aussi parler des revenus. C'est vrai que être influenceur, c'est beaucoup d'argent ces derniers temps. Vous allez gagner beaucoup d'argent, ça vous permet d'être indépendant, d'être autonome par rapport à votre vie financière, quoi. Donc, voilà, quoi. D'accord. So, parlons maintenant de ce concept sur GPC Zoa Mayele. Oui. D'abord, ça veut dire qu'on a parlé ça, je pense, au début. Oui, Zoa Mayele, c'est... Inspire-toi. Inspire-toi. Oui. Inspire-toi. Oui. Comment ce concept est né? Et quand est-ce que c'est né et pourquoi? Pourquoi est-ce que vous avez commencé avec ça? Le concept a commencé l'année passée. Non, c'est pas l'année passée. Non, je crois 2021 ou 22, si je ne me trompe pas. J'ai vraiment oublié. Au fait, l'idée, c'était de conscientiser la jeunesse au départ. Parler un peu des choses un peu tabous pour la jeunesse. Parler des choses tabous, des questions que les gens ne voulaient pas aborder. Leur dire des vérités.
sur les réseaux sociaux. On faisait des publications du genre jusqu'à 30 ans, à 35 ans, je suis toujours chez les parents, tu ne trouves pas que c'est pas normal. Vous voyez un peu, on poussait les jeunes à s'interroger sur certaines questions. Et à la longue, nous nous sommes dit, on a vu vraiment de l'ampleur. Les gens ont aimé, les gens ont commencé à apprécier cette façon de parler, qui était très simple, dans un langage qui était trop facile à comprendre, en lingala, c'est vrai. Mais les gens nous ont dit, mais pourquoi ne pas aborder aussi des questions d'entrepreneuriat, de la façon dont vous conscientisez les jeunes sur la vie en société, sur l'indépendance, l'autonomie, vous voyez. Et c'est comme ça qu'on a orienté Jean Maëlle vers l'entrepreneuriat. Nous nous sommes dit, partout en Afrique ou dans le monde, même au Congo, vous allez voir que les conférences sur l'entrepreneuriat, ça concerne plus les intellectuels. Ça concerne plus une classe qui est vraiment dans des réflexions. Ouais. Et on a dit, mais on ne pense pas trop à la jeunesse. La jeunesse, cette jeunesse-là qui est plus dans de futilité. Hein, cette jeunesse-là à qui on ne peut pas expliquer des théories des entrepreneurs avec des mots parfois compliqués qu'ils ne peuvent pas comprendre. Alors, on va simplifier les choses. C'est-à-dire que nous faisons ce que les autres font déjà sur l'entrepreneuriat, des conférences, des forums, mais nous les emmenons dans un langage simple, simplifié, pour faire comprendre aux jeunes c'est quoi l'entrepreneuriat, vous voyez, comment entreprendre. Et on a dit on va plus focus sur la pratique que la théorie. On ne sera pas dans des théories. C'est vrai qu'on veut simplifier le message, mais on ne sera pas dans des théories. On sera plus dans la pratique. Si dans une conférence, on vous dit par exemple, là, si tu entreprends, voilà, et tout, il faut être courageux, il ne faut pas lâcher, il faut continuer, il faut faire ceci, entoure-toi de bonnes personnes, voilà, oui, ça c'est vrai. Ils peuvent lire tout ça n'importe où. Oui, ils peuvent lire ça dans un livre, mais partager les expériences. Les A, B, C, D de l'entrepreneur. Par où la personne peut commencer, jusqu'où il peut aller. Qu'est-ce qu'un jeune a besoin pour lancer un business? Où il faut aller pour enregistrer son business? Vous voyez, il te faut quoi pour que ton business puisse être assis? Vous voyez des questions pareilles, maintenant dans un langage simplifié. Et c'est comme ça qu'on a organisé la première conférence à Tchangou, à Kinshasa. Pourquoi Tchangou? Tchangou, premièrement, parce que c'est le district, disons, le district le plus populaire ou le plus peuplé de la ville. Et pour nous, on se disait, les gens pensent plus à Gombe, les gens pensent plus à Lukunga. Hein, et c'est toujours des hôtels, vous voyez, bien, tout ça. Bien. Rarement de conférences sur l'entrepreneuriat à Tchangou. Et comme c'était dans un langage simplifié, on a dit, pourquoi ne pas commencer à Tchangou? Et voilà quoi. C'est comme ça qu'on a invité deux personnalités qui étaient là. Et ils ont parlé, ils ont échangé avec des jeunes sur l'entrepreneuriat. Comment lancer son business, où il faut aller, il te faut quel document, les statuts, ça demande quoi, le business plan c'est quoi, comment rédiger un business plan. Et c'était gratuit, c'était pas payant. Et après la conférence, on a reçu un feedback, les gens nous ont contactés, les jeunes qui étaient là à la conférence nous ont vraiment dit, vraiment c'était intéressant. On voulait même publier la vidéo sur YouTube, on ne l'a pas fait, parce qu'on se disait, si nous publions la vidéo sur YouTube, on ne donnera pas l'occasion à d'autres personnes de venir à la prochaine conférence. D'où nous maintenons d'abord, nous gardons la vidéo, et après nous allons publier sur les réseaux, sur YouTube. Alors, c'est quoi votre prochain objectif ou votre prochain target? La prochaine conférence doit se tenir à Gombe. C'est vrai qu'on devrait aller à Funa, mais on a eu un petit contretemps et on s'est décidé d'aller à Gombe parce qu'on a trouvé un partenaire qui voulait collaborer avec nous. Le collaborateur a aimé le concept, on a déposé un projet et le collaborateur était d'accord pour collaborer avec nous, si seulement si ça s'organisait à Gombe. C'est toujours dans un langage plus simplifié, mais ça sera ouvert à tout le monde, que vous soyez à Lukunga, à Tchangou, à
Et j'oublie encore le nom du district. Donc, n'importe quel district, si vous êtes là, vous pouvez venir à Gombe pour participer à la conférence. Comptez-vous, dans le futur, commencer aussi à financer des entrepreneurs qui ont de bonnes idées, mais pas de l'argent? Je sais qu'il y avait cette histoire des $100. Moi, je n'ai pas encore eu mes $100. Oui. $100. Vous l'aurez. Je n'ai pas encore eu mes $100. J'attends toujours. Vraiment. Mais bon, est-ce que vous pensez qu'à la longue, vous allez commencer à aussi financer ou aider ces jeunes? Parce qu'il y a des gens qui ont de très bonnes idées, mais n'ont pas les moyens pour débuter. Alors, pensez-vous que vous allez les aider à la longue? Et une autre question pour ajouter à celle-là, comment est-ce qu'on peut récolter le fonds quand on a une bonne idée, mais on n'a pas d'argent? OK. Bon, pour le financement, je crois non. On ne va pas financer les jeunes. Pourquoi? Parce que nous sommes limités nous sommes limités aux objectifs de la structure. C'est que la structure est là, il y a des objectifs à atteindre, il y a des objectifs que nous sommes fixés. Et parmi nos objectifs, malheureusement, il n'y a pas le financement du projet des jeunes. Il y a plus le renforcement de capacité, il y a plus la promotion, mais il n'y a pas les financements. Mais ce que nous faisons, ou ce que nous avons déjà fait, c'est qu'il y a par exemple des partenaires, des conférenciers, des intervenants, qui ont des structures et qui ont des opportunités de financer ces jeunes. Vous voyez, l'un des intervenants de Jean Maïl Tchangou, il avait l'opportunité de financer les jeunes et on a partagé l'information aux gens qui étaient dans la conférence. On leur a dit, voilà, nous avons facilité le renforcement de capacité, nous avons facilité la connaissance, mais si vous voulez avoir des financements, voilà, par exemple, telle personne a telle opportunité, enregistrez-vous, suivez la procédure, et si vous bénéficiez des financements, gloire à Dieu. Voilà. Mais vraiment, dans notre façon de voir les choses, on ne va pas financer à la longue. Nous allons plus faire la promotion et renforcer la capacité des jeunes sur l'entrepreneuriat. Voilà. L'autre question, c'était... L'autre question, c'était par rapport à ces jeunes qui ont de très bonnes idées, mais ne savent pas où trouver les financements. Bon, les jeunes qui ont de très bonnes idées, qui ne savent pas où trouver les financements, il y a 2 ou 3 sortes de financements. Le financement participatif, c'est-à-dire que vous pouvez lancer l'appel auprès des gens, soit sur les réseaux sociaux, soit sur GoFundMe, soit... il y a beaucoup de plateformes comme ça qui peuvent aider à financer un business. Vous pouvez contacter vos proches, des gens qui peuvent vous aider avec de l'argent pour que vous puissiez lancer votre business. Et aussi, il y a la banque. C'est vrai que dans le contexte de l'Afrique, c'est très compliqué quand vous êtes jeune, quand vous n'avez pas de l'expérience, quand vous n'avez pas de notoriété, de bénéficier de financements. Mais il faut toujours essayer. Il y a des programmes comme ça, avec des banques à Kinshasa, qui aident les jeunes à obtenir des financements. Et il y a aussi un programme du gouvernement qui aide aussi les jeunes à obtenir des financements. C'est vrai que ce n'est pas encore trop populaire ou c'est très strict, mais il y a des programmes pareils qui peuvent vous aider à obtenir les financements. Donc, soit vous contactez des proches, soit vous lancez un GoFundMe, le financement participatif, soit vous allez à la banque. C'est vrai qu'à la banque, ça sera encore plus compliqué parce que vous n'avez pas d'expérience, vous n'avez pas de renom, donc c'est très compliqué qu'ils puissent vous faire confiance. Et soit aller dans le programme du gouvernement. Voilà. Amazing. Oui. Et on va finir avec ça. Le projet du studio. Oui. Pourquoi le studio? Pourquoi maintenant? Et qu'est-ce que vous comptez atteindre avec cela? Bon, les studios, c'est parmi l'un des grands projets des JPC. Parce que, c'est comme j'avais parlé au début, JPC est une structure qui a des objectifs. Et pour l'accomplissement de ces objectifs, il y a des activités qui permettent à la structure d'accomplir ces objectifs. Premièrement, on a dit l'incitation de la jeunesse au débat politique. On a créé une page qui est à 70 ou 75% politique, où nous parlons de la politique. La promotion des initiatives des jeunes. C'est sur cette même page-là que nous faisons la promotion des initiatives, des projets, des entreprises des jeunes. La promotion des jeunes qui se distinguent. C'est sur cette même page que nous faisons la promotion des jeunes
qui se distinguent à travers le monde, des jeunes Congolais. Et c'est comme ça que nous nous sommes dit, on va encore créer un studio qui sera le prolongement de ce que nous faisons déjà sur les réseaux sociaux à l'incitation des jeunes au débat politique. C'est-à-dire qu'avec les studios, on a plus la facilité, pas d'inciter simplement, mais de faire participer les jeunes dans le débat politique. Avec la page, avec le studio, on a la facilité, pas simplement de promouvoir les jeunes entrepreneurs ou les jeunes qui se distinguent à travers le monde, mais on a aussi la facilité d'inviter ces jeunes au studio, parler avec eux, leur permettre aussi de transmettre leurs connaissances à d'autres personnes. Donc les studios, c'est une sorte de matérialisation de nos objectifs. Ouais. Alors, les studios, la vision avec les studios, c'est que nous puissions vraiment avoir un espace où on va se parler entre nous les jeunes. Un espace où on va être comme une sorte d'école pour la jeunesse, une école de conscience, de prise de conscience, une école de partage d'expérience, une école de dénonciation aussi. Parce que, vous savez, pas de dénonciation que politique, mais de dénonciation sur le comportement de la jeunesse. C'est vrai que nous pouvons les dire sur la page, mais si nous sommes en face des leaders d'opinion, ouais, si nous sommes en face des jeunes de telle ou telle autre catégorie, vous allez voir que ce sera plus facile que de le faire sur les réseaux sociaux, juste comme ça et tout. Donc la vision du studio, c'est plus inciter les gens au débat politique à travers des débats, des échanges, où nous allons aussi inviter les leaders politiques, venir parler sur le fonctionnement de la société, parler sur la gestion de la République, voilà quoi, exprimer nos opinions, comprendre, parce que les leaders ont un devoir de redevabilité envers la population, et la jeunesse fait partie de cette catégorie qui doit aussi comprendre comment les choses fonctionnent et pourquoi ça ne marche pas, et voilà quoi. Intéressant. Vous engagez déjà ? Pardon ? Vous engagez déjà pour le studio ? Non, pas encore. Officiellement, mais c'est vrai qu'il y a une équipe déjà qui est là. Je crois qu'on va plus maintenir les gens qui sont déjà dans la structure pour ne pas nous ouvrir juste comme ça. Parce qu'il y a des gens qui comprennent vraiment la vision. Exactement. Mais peut-être au niveau technique, on aura besoin peut-être de caméramens, les gens de la régie, comme ça. Là, nous allons engager. Et si quelqu'un aimerait faire partie de l'équipe dans le futur, oui, comment est-ce qu'on contacte ? Seulement on contacte directement la page ? Non. Vous pouvez nous écrire sur jeunespatriotes-congolais@gmail.com. Et voilà quoi. Donc vous pouvez nous contacter, envoyez-nous un message, un email. Voilà quoi. Nous allons vous relancer. C'est tout. D'accord. Oui. Parfait, Patrice. C'était un excellent plaisir de t'avoir eu sur le podcast. On finit souvent avec cette petite session dans tous nos podcasts, oui, de questions. Okay. Des questions, en anglais on dit random, des questions au hasard. Oui. Alors, la première question, c'est quel est votre adage favori ? Le leadership n'est pas une position ou une fonction. Le leadership, c'est un service. Non, oui. La deuxième question, dans 100 ans, qu'est-ce que vous voulez que les gens disent de vous dans 100 ans à partir d'aujourd'hui ? Dans 100 ans, j'aimerais que les gens disent de moi comme quelqu'un qui a fait la promotion des jeunes, l'héros dans l'ombre des initiatives des jeunes. Oui. Un leader qui vous inspire dans l'histoire du monde ? Patrice Lumumba. Patrice Lumumba. Oui. Un journaliste qui vous inspire aujourd'hui ? Un journaliste qui m'inspire, je peux dire Christian Lusakweno. Christian Lusakweno. Oui. Alors, une chose que votre épouse aimerait que vous puissiez changer ? Des fois, quand je suis en colère, je m'exprime beaucoup. Oui. Intéressant. Oui. Et deux choses que vous direz à vos parents, si vous les voyez maintenant ? Je peux leur dire merci. Merci pour l'éducation, l'éducation de base. Je n'ai jamais regretté d'avoir vécu ou d'être né dans cette famille, parce que je vois d'autres personnes comment ils se comportent, et je me dis toujours, je suis vraiment fier de mes parents. Ouais. Votre plus grand désir pour le Congo ? Mon plus grand désir pour le Congo, c'est que les leaders puissent changer de mentalité. Ouais.
Patrice, c'était un excellent plaisir de t'avoir. Merci d'être venu sur Unbounded Growth. Unbounded Growth, pour vous qui ne parlez pas anglais, ça veut simplement dire croissance illimitée. Ici, nous parlons du leadership, nous parlons de la croissance et du développement personnel, mais nous parlons aussi de la communication. Je l'ai dit tantôt, c'est moi ici, nous serons en train de parler, plutôt cette saison, notre 4e saison, nous serons en train de parler de ces livres, le 16 lois de la communication. Nous allons faire un effort, nous avons déjà des épisodes en anglais, alors si vous parlez anglais, nous vous invitons de venir sur notre page YouTube et de nous suivre aussi sur toutes ces autres plateformes, Spotify, Apple Podcasts et YouTube Podcasts et YouTube Music aussi, là où nous avons nos podcasts. Mais si c'est votre première fois ici, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour que vous puissiez être informé de tous nos autres épisodes. Et si vous êtes en train d'apprendre l'anglais, ça serait une très bonne occasion pour vous de aussi suivre nos épisodes en anglais. Mais nous avons commencé aussi avec notre partie française. Nous serons en train d'avoir beaucoup d'émissions en français. Nous allons avoir beaucoup de personnes merveilleuses comme Patrice. Et puis, nous allons discuter sur ces 4 sujets, le leadership, le développement personnel, la croissance et aussi la communication. C'est un plaisir de vous avoir, mesdames, messieurs. Patrice, c'était un excellent plaisir. Merci beaucoup. Et je suis sûr que ça ne sera pas la dernière fois. Moi également, je pense aussi. Définitivement, c'était vraiment un plaisir. Merci beaucoup. Non, je suis disponible à chaque fois que vous voulez, nous allons partager. Absolument. Merci beaucoup, Patrice. Merci beaucoup. D'accord.